ça reste de la sexualité, mais c'est plus dans l'idée de se libérer d'un stress, c'est quelque chose qui est de l'ordre de la méditation, pour vivre des états seuls ou avec quelqu'un d'autre, de communion, de voyage même peut-être dans des vies antérieures, d'exploration de toutes nos polarités, et une voie de connaissance de soi, donc ça devient effectivement un art de vivre. AVS avec Philippe Robichon. AVS, ça veut dire à votre santé le mardi, c'est à votre sexualité avec Nadia El Bouga qui est avec nous. Bonjour Nadia. Bonjour Philippe, bonjour à toutes et à tous. Je rappelle que vous êtes sage-femme et sexologue clinicienne. Nathalie Vieira est avec nous. Bonjour Nathalie. Bonjour Philippe, bonjour Nadia. Bonjour Vous êtes Nathalie. thérapeute psychocorporelle. Comment vous dites Nadia? Psychocorporelle. Vous êtes formidable. Heureusement que vous êtes la masseuse, formatrice et professeure de Tantra. Wu Tao. de Wu Tao. Shkun Wu Tao. Et Tantra aussi. Oui. C'est quoi le Wu Tao? Le Wu Tao, c'est un art énergétique corporel qui est issu des arts martiaux, qui a été créé par un couple qui s'appelle Paul Charrois et Manu Rislar. Et c'est un art nouveau qui est une calligraphie du geste qui part du plancher pelvien, du relâché du plancher pelvien devant et derrière, et on va aller chercher à se reconnecter en fait avec cette pulsation dans son bassin et déployer cette pulsation dans toute la colonne vertébrale et ainsi partir dans des voyages. Alors il y a des vidéos accessibles sur internet lorsqu'on tape votre nom. Des vidéos de Wu Tao ? Non, des vidéos de vous expliquant justement ce que c'est. Tout à fait, c'est 10 ans de ma vie pour devenir professeur de Wu Tao. C'est une rencontre par hasard, même s'il n'y a pas de hasard, je crois. Avec ma recherche, c'était sur la transe par la respiration. Donc j'avais fait beaucoup de recherches sur l'accès à la transe par la respiration. Et un jour, j'ai rencontré du coup Paul et Manu qui, eux, on travaille beaucoup la respiration pour accéder aux états modifiés de conscience à travers cette pratique du Wu Tao. Quand on cherche à devenir professeur, on va chercher des espaces inconnus en soi pour se libérer, pour pouvoir ensuite regarder les corps de nos élèves et pouvoir les accompagner aussi, sans que ce soit une thérapie, parce que c'est absolument pas une thérapie, c'est vraiment un art de bien-être. De toute façon, la respiration, la plupart d'entre nous, on respire pas pleinement comme quand on fait du Wu Tao, et ça a pris du sens pour moi, le Wu Tao, par rapport à ma forme caractérielle, et comment réintégrer vraiment mon corps là où j'avais facilement accès aux espaces un peu évaporés, on va dire. J'ai facilement accès aux intuitions, j'ai des fulgurances, mais du coup là ça m'a vraiment permis de retrouver mon ancrage et ma force, et aussi d'un jour rencontrer ma souveraineté intérieure. Vous publiez Amour, Tantra et Sexualité, une voie d'épanouissement aux éditions Erol. Est-ce qu'on peut encore appeler ça sexualité quand le sexe n'est plus au centre ? Mais le sexe est au centre, mais pour accéder au plus grand. Et du coup, et puis le sexe, la sexualité, c'est pas que le sexe en fait. Oui, mais c'est pour ça que je vous pose la question. Est-ce que finalement, ça reste de la sexualité ? Bien sûr, ça reste de la sexualité, mais c'est plus dans l'idée de se libérer d'un besoin de libérer un stress. C'est en tout cas dans ce que moi je vis, dans quelque chose qui est de l'ordre de la méditation, pour vivre des états seul d'ailleurs avec moi-même ou avec quelqu'un d'autre, des états de communion, de voyage même peut-être dans des vies antérieures, d'exploration de toutes nos polarités. C'est vraiment un sujet qui me passionne, les polarités intérieures, et une voie de connaissance de soi. Donc ça devient effectivement un art de vivre. Enfin, pour moi, c'est un art de vivre.
c'est ma voix. Il y a un terme qui est utilisé par la personne qui a préfacé votre livre, donc qui est philosophe, David Dubois, docteur en philosophie tout comparée. à fait, un être exceptionnel. Oui, alors il vous a fait vraiment une belle préface. Il parle de plénitude incarnée. Mm-hmm. Est-ce que vous pouvez nous expliquer parce que finalement, ce que vous nous dites, c'est ça, c'est une espèce de connexion finalement entre l'esprit et le cœur et le corps, via justement ce qu'on pourrait appeler la génitalité. En fait, elle est utilisée, mais ce n'est pas le centre de tout. C'est le début, en fait. Et plénitude incarnée, je pense que si David il voulait faire référence à ce que les personnes qui s'engagent dans des voies spirituelles imaginent que c'est hors du corps, en fait, alors que le tantra ramène tout à l'intérieur du corps, et avec ce sexe, mais dans le sens de moteur énergétique, qui ramène l'expérience toujours de plus en plus profond à l'intérieur. Et pour aller de plus en plus là-haut, finalement, la direction, c'est de plus en plus à l'intérieur. Et d'ailleurs, il y a un bouquin qui parle d'autre chose, mais qui est toujours présent quand je parle de ça, c'est le livre de Thierry Janssen, L'aventure intérieure. Tout est à l'intérieur, toutes les réponses sont à l'intérieur. Et ça parle de tantra, puisque le tantra parle de microcosme, représentatif comme une miniature du macrocosme, et donc en fait l'idée c'est d'aller rencontrer le Dieu en soi, donc plénitude totale, parce que effectivement l'expérience part toujours du corps, et du corps plein, du corps réhabilité, y compris dans ce que la société occidentale considère comme vraiment tabou, c'est la sexualité. Et donc là, il n'y a plus de tabou, c'est une voie de déconditionnement. Et effectivement, plus on plonge et plus on est effectivement épanoui et plein. D'ailleurs, il parle de, et j'ai adoré cette combinaison de mots, il parle de spiritualiser la matière. Exactement. Et en fait, c'est vrai que c'est une rencontre un peu incroyable avec David, parce que c'est vraiment quelqu'un de très brillant intellectuellement parlant. Il a complètement crédibilisé mon travail, que déjà Olivier Chambon à l'époque avait fait en préfaçant mon premier livre, Lâcher prise, Promenade au pays de la conscience. C'est-à-dire, moi je suis une instinctive, je suis une hypersensible qui a trouvé du sens et une compréhension à mon fonctionnement personnel à travers ces voies. Et du coup, je fais ces expériences de façon complètement intuitive au départ, avec un travail énorme ensuite d'études des textes et tout ça, que David du coup m'offre à travers ses conférences et ses bouquins qui sont très compliqués, très ardus à comprendre. Et du coup, oui, je suis presque l'incarnation de l'expérience tantrique, en fait, dans mon intuition. D'accord. Alors justement, quand vous parlez de compréhension des textes, vous parlez des textes qui expliquent la pratique tantrique ? Oui, la proposition de la voie, qui est du coup de rencontrer le divin en soi. Alors, c'est pas une religion, je le dis tout de suite, parce que ça peut faire peur, mais c'est vraiment cette grâce qu'on peut cultiver quand on emprunte cette voie telle que moi je l'emprunte, c'est de pouvoir voir que d'être la vie, d'être en vie, d'ouvrir les yeux le matin et de sentir qu'on respire, qu'on nous a fait ce cadeau du souffle, c'est un cadeau en fait. Et donc à partir de là, tout est puissant, sacré dans là ce qu'on est en train de vivre. Merci pour cette opportunité de m'exprimer. C'est pas un hasard. Je dis merci pour ça aussi. Alors si c'est pas un hasard, c'est quoi ? J'ai écrit un bouquin qui a eu la chance d'être publié chez Erol. C'est vraiment, alors pour le coup, je suis hyper honorée aussi, parce que je peux me considérer un peu comme une autrice maintenant, de façon légitime. Donc ça, c'est un immense cadeau pour quelqu'un dans la vie. Et puis, du coup, vous êtes penché sur ce sujet parce que vous vous y intéressez aussi. Et puis, on se rencontre. Et voilà, c'est forcément un bon moment de partage et de complicité aussi autour de ce sujet. Bon, moi, je sais que Nadia a kiffé la lecture de votre livre jusqu'à l'apparition du mot préliminaire.
Ah oui, je comprends. Oui. Et après, bon, ça s'est gâté. C'est mon mot. Mais heureusement, il noir. arrive tard. Mais, C'est mon mot bête noire. Oui, alors après, je pense que effectivement, alors c'est toujours le problème de l'utilisation des mots. On trahit. Alors quand on veut parler de spiritualité, finalement, on passe par les mots qui sont à dimension humaine, et du coup, on trahit quelque part sa pensée, l'esprit, l'essence même du message qu'on souhaite transmettre. Hein. Mais c'est vrai que préliminaire, j'ai un petit quai, puisque pour moi, et je le dis, mais je suis persuadée que c'est fondamentalement ce que vous transmettez. Finalement, tout est sexualité, tout est sensualité, tout est érotisme, à partir du moment où on entre en relation avec l'autre dans le cadre du couple. Je Donc, suis tout à fait préliminaire, d'accord n'a pas de... avec vous, en fait. Je suis complètement d'accord avec vous. Il faudra que je regarde où est-ce que j'ai écrit préliminaire, d'ailleurs, dans le livre. tiens, maintenant, je suis formaté pour repérer le mot. Très bien. Voilà, mes yeux repèrent le mot. Je sais Alors, à quel moment Nadia va dire oui, mais alors les préliminaires. Alors, préliminaire, pour peut-être dire le début de quelque chose. Parce qu'effectivement, tout est... Comme nous sommes énergie sexuelle, nous sommes énergie vitale, toutes nos interactions, la façon dont on se regarde, la façon dont on communique non verbalement, c'est effectivement sexué. Plus dans les travaux que Wilhelm Reich a fait sur l'orgone et l'onde orgastique, de qui est le vocabulaire sur lequel on s'appuie dans le Wu Tao. C'est pour ça que j'ai fait beaucoup de passages aussi avec tous mes arts, en fait. Et donc, je suis tout à fait d'accord, il n'y a pas de préliminaire, et tout se nourrit dans la relation à l'autre, et pour après peut-être des aboutissements à certains moments, des partages un peu plus poussés, mais effectivement. Mais moi, j'en reviens. Si on part du principe que les mots ont un sens, s'il n'y a pas de sexe, est-ce qu'il y a de la sexualité ? Pour moi, oui. Alors oui, c'est ce qu'on dit depuis 8 ans ici. Mais je sais, évidemment. mais parfois, ce que vous appelez la sexualité sacrée, eh bien, elle ne tourne pas forcément autour du sexe. Je suis tout à fait d'accord. Moi, j'ai un exercice que je propose parfois en stage, où j'amène des friandises, pain, chocolat, brioche, fruits, et puis je demande à chacun de choisir ce qu'il aime, ce qui lui fait envie. Par exemple, moi, je prends régulièrement sur cet exercice un croissant parce que je n'en mange qu'un par an, par souci de ligne. Et je leur demande de rentrer dans cet éveil des sens où on va commencer à sentir déjà la vue. Je choisis le truc, je le prends dans ma main, j'admire sa couleur, je décris s'il craque ou si au contraire il est épais et comme glissant comme le peut être une mandarine. Puis je commence à l'ouvrir, je craque, et puis là je fais... Et puis je sens que cette onde, elle vient là et elle vient nourrir tout ce qui se passe à l'intérieur de ma bouche. Et donc là, je rentre complètement dans cette connexion entre mon sexe, mon cœur, mon esprit, à travers l'odeur, à travers voilà, tout ça, c'est sexuel. Faire à manger, c'est sexuel. Alors, on mangera plus jamais des croissants comme avant. Oui. Voilà. Là, ceux qui nous écoutent en voiture, là, ils se disent, tiens, je n'avais pas envisagé le croissant sous cet angle-là. Bah oui, parce que finalement, ce que vous nous proposez là, c'est une expérience de soi, finalement, qui nous amène vers une expérience avec l'univers, donc avec ce que vous appelez justement le macrocosme. Et au final, oui, on est en plein dedans, dans le sexuel porté sur le sexe, mais en dehors également du sexe. Proprement dit. Voilà, en fait, l'intention, c'est vraiment d'aller leur faire chercher justement par l'expression de le lien avec leur sexuel. Voilà, et nous parlons de la sexualité dite sacrée ce matin avec notre invitée qui s'appelle Nathalie Vieira, qui est thérapeute psychocorporelle, masseuse et formatrice et professeure de Wu Tao. On en a parlé tout à l'heure. Nadia El-Boga est avec nous. Je rappelle que vous publiez Amour, Tantra et Sexualité, une voie d'épanouissement. L'éditeur, c'est Erol. Donc, je posais cette question avant la pub, page 155 de votre livre. Je l'ai fait exprès. Je découvre que les femmes ont une prostate, ou ce que vous assimilez à une prostate. Shkoun.
On a en fait des glandes, hein. Ils font des études encore parce que très sincèrement, il y a peu encore vraiment d'étendue en termes de nombre de femmes qui ont été, comment dire ça, étudiées. J'aime pas trop dire ce mot-là, mais explorer. Et du coup, dernièrement, j'ai aussi vu s'explorer, Nadia, dans votre bouche. S'explorer, effectivement, tout à fait. J'ai entendu parler récemment d'une étude qui a d'ailleurs aussi montré qu'il y a une zone du cerveau en fait qui s'élargit avec plus on fait l'amour, plus on stimule son clitoris, on a une zone du cerveau qui s'élargit et donc plus on fait l'amour régulièrement, plus cette zone reste large. Et du coup, on accède à des orgasmes de plus en plus profonds. Je dis ça parce que c'est hyper intéressant, parce que, encore une fois, sans parler toujours de sexualiser ou de se masturber ou autre, ne serait-ce que toujours être en contact avec son clitoris fait qu'on arrivera plus rapidement à vivre des orgasmes profonds. Donc c'est important d'être en contact avec son corps, de se masser, de poser sa main sur sa yoni. On parle de yoni c'est pour les femmes, et pour les hommes, on dit le lingam. Voilà. Donc ce sont des termes en fait en langue sanskrit, c'est ça, qui désignent les appareils génitaux dans leur ensemble et qui sont indissociables. Ils sont c'est ce que vous employez dans votre livre d'ailleurs, tout au long de votre livre. Moi je trouve ça joli d'ailleurs. Alors pour le coup, nous occidentaux, ça nous paraît exotique comme terme, donc finalement on évacue en fait toutes les connotations péjoratives qui peuvent être attachées aux termes français utilisés. Donc je trouve que c'est pas plus mal que vous utilisez ces termes-là. Je pourrais pas parler de tantra sinon, donc c'est un minimum de vocabulaire, surtout que ça donne du coup à considérer ces espaces-là comme particuliers. Oui. Et du coup, pour parler de l'éjaculation féminine, puisque c'était votre question, Philippe. Non, je parlais de la prostate. Moi, je voulais qu'on parle des glandes de Schneck. C'est la terminer parce que c'est lié justement à l'éjaculation mais après, féminine. Après, on va parler des femmes fontaines. Non, on va pas parler des femmes fontaines. Je vous dis ça parce que je voulais pas en parler parce que c'est tellement le sujet bateau, les femmes fontaines, que voilà. Oui, mais en même temps, justement, à quel moment c'est la différence en fait. C'est-à-dire qu'ils disent que certaines femmes vont avoir des toutes petites perlées de toutes petites quantités d'un liquide qui ressemble à une éjaculation. Mais je peux aussi témoigner, parce que moi je suis fontaine, que parfois c'est des quantités hyper importantes d'eau qui sortent en fait. Et donc, je veux dire, aller déterminer quel liquide est sorti, alors qu'on est encore en train de se demander qu'est-ce qui existe vraiment. Alors il y a une très bonne étude qui a été faite par des Français d'ailleurs, par le docteur Deveau, qui est médecin sexologue, et c'est une étude justement qui comment dirais-je, avait pour objectif d'analyser justement le liquide qui est sécrété lors de ces dites éjaculations. Alors il faut toujours comparer avec les hommes, je ne sais pas pourquoi on utilise toujours les termes, pareil pour la prostate, puisque finalement on parle de glande de Skene qui n'existe pas chez les hommes, mais on utilise toujours des termes comparatifs comme ça avec l'appareil génital masculin. C'est vous qui dites c'est la prostate féminine, c'est comparable à la prostate. Ah oui, c'est des termes qui sont utilisés par des scientifiques qui sont en grande majorité, en tout cas pour une bonne partie des hommes, mais en réalité on a nos propres termes, ils sont déjà en plus à ces termes-là sont accolés des noms de chercheurs qui sont des hommes. Donc laissez-nous, s'il vous plaît, avec nos propres organes et leurs propres spécificités. En même temps, anatomiquement parlant et dans notre processus de développement in utero, tout à fait. Clitoris, pénis, en fait, se ressemblent énormément. Au niveau tissulaire. Au niveau tissulaire, même au niveau de la forme, en érection, comment se comporte un clitoris, c'est quand même cette turgescence plus ou moins importante en fonction des femmes, ressemble quand même vraiment à une érection aussi. Et il faut plusieurs semaines avant que se différencie le sexe féminin et du sexe masculin dans cette évolution. Alors, on me demande hors antenne ce que c'est qu'une femme fontaine, pour tous ceux qui nous écoutent, et est-ce que c'est pas un mythe, ces femmes fontaines ?
C'est pas un mythe. Il y a d'ailleurs Jacques Salomé qui a écrit un très beau bouquin qui s'appelle L'effet source, que l'acteur Rufus a mis en scène de façon magnifique sur un spectacle qui s'appelle Les Jaillissantes, et qui intervient d'ailleurs souvent dans ces débats autour de ce sujet. Moi perso, c'est pas un mythe que j'éjacule, enfin c'est clair. Du coup, il y a un très beau documentaire d'ailleurs que j'invite nos éditeurs à regarder. Alors je vous redonnerai les références. J'ai plus le nom du documentaire en tête, qui parle des femmes fontaines au Rwanda, oui, qui s'appelle la Kunyaza, voilà. Tout à fait. Et qui est magnifique parce qu'en fait c'est vraiment ritualisé en fait au Rwanda, et c'est quelque chose qui est complètement banalisé. Et j'en parle dans mon livre d'ailleurs parce que effectivement ce documentaire est vraiment génial, et là j'ai un trou de mémoire sur le titre, parce que dans leur culture ils enseignent aux femmes comment préparer leur vulve. D'ailleurs ça peut être un peu bizarre parce qu'elles étirent leurs lèvres pour à l'âge adulte pouvoir être des grandes éjaculatrices, et l'homme on lui apprend comment frotter son pénis en tapant pour aller chercher à faire jaillir les jaillissantes, ces femmes, parce qu'ils disent que une femme qui jaillit en fait c'est un mariage et une famille heureuse en fait. Et, bon, la tradition se perd, mais en tout cas elle est là. La tradition a du bon parfois. Alors vous expliquez que la sexualité cela s'apprend en gros. Alors que beaucoup pensent que c'est inné, on se marie et puis finalement tout fonctionne le jour du mariage. Qu'est-ce qu'il faudrait apprendre, Nathalie ? L'essentiel, se regarder, respirer ensemble, prendre le temps de se toucher partout, de se découvrir, de se dire aussi, de raconter qui l'on est, dans ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, pourquoi. Je pense que ce temps de respiration n'est pas naturel. Ce que vous appelez les apprentissages, vous, en fait. Oui, mais en fait, ça fait 15 ans, du coup, je reçois des hommes, des femmes et des couples, et je vois bien à quel point leur conscience du champ d'expérience est extrêmement limitée. Parce que de toute façon, c'est tellement tabou, la sexualité, même si évidemment ça change, et du coup, les sujets en deviennent croustillants parce que ça fait vendre, mais ça prouve à quel point ça intéresse. Et il y a plein de gens qui ressentent des choses et qui viennent me voir parce qu'ils se disent, mais est-ce que ça c'est normal, ça veut dire quoi ? Et certains ont honte aussi de leurs envies parce qu'ils ont peur d'être jugés par l'autre, d'être désaimés par l'autre. Et donc du coup, la communication me semble la plus importante. Et justement, via le tantra, vous proposez d'aller plus en profondeur, puisque finalement, le paradoxe de nos sociétés, c'est qu'on parle maintenant assez librement de sexualité, mais on reste toujours en superficialité finalement. On ne va pas en profondeur, dans la profondeur de ce qu'on peut ressentir, et c'est ce que précisément vous proposez via cette voie. Tout à fait, en fait, le tantra, c'est c'est une voie de connaissance de soi. Donc, c'est réapprendre à parler de ses sensations, de ses émotions, de qui l'on est, sans avoir peur d'être jugé. Donc, de créer ce partage plein, profond, où chacun parle de soi et chacun amène sa présence. Mais comment vous le traduisez, tantra, par exemple, pour ceux qui nous écoutent, si on devait définir ce que c'est que le tantra? Moi, c'est voie d'expansion de la conscience. Pour moi, c'est une voie d'expansion de la conscience. La conscience étant dans tout notre corps et pas au niveau uniquement du cerveau. Les portes d'accès sont nos 5 sens, et faire une expérience de conscience, c'est accéder à ce que nous sommes au-delà du corps. Et comment le tantra envisage-t-il la sexualité alors ? Comme tout le reste, en fait. Pas spécifiquement, en fait. En fait, quand on me pose cette question, en fait, très à la mode, sur la différence entre la sexualité sacrée et la sexualité tantrique, moi, je réponds, dans le tantra, tout est sacré. C'est ce que je vous disais d'ailleurs en début d'émission. Tout prend une dimension exceptionnelle, et je cultive cette intensité dans l'instant présent, dans la pleine conscience de mon instant présent corporel, et du coup c'est une globalité, il n'y a pas que la sexualité. Est-ce qu'on pourrait dire que finalement le tantra, c'est cesser de faire l'amour, mais plutôt laisser l'amour se faire à travers nous? C'est joli ça, Nadia, merci. Oui, c'est... Déposé, Nadia, un copyright. Ouais, c'est vachement joli. Oui, c'est ça.
Alors l'amour inconditionnel. Hein, et d'ailleurs, je veux dire, déployer cette onde orgasmique en moi et la communiquer à travers mon regard, l'expression de ma respiration et tout mon corps, je peux accéder à un orgasme. Je peux être traversée par une onde orgasmique où je peux faire entendre un son comme on pourrait exprimer en faisant l'amour, et pourtant je ne me stimule aucun organe. Si, je peux aller chercher quelques micro-contractions à l'intérieur de ma yoni, dans la zone anale aussi, aller chercher à déployer cette kundalini là en moi, et donc il faut expliquer le mot là, faut l'expliquer. Alors la kundalini, oui. La kundalini, c'est un mot sanskrit aussi qui parle de notre énergie primordiale, hein, l'énergie sexuelle dans sa forme la plus brute, la plus puissante, qui est donc souvent représentée par un serpent qui est logé, enroulé à la base de la colonne vertébrale, parce qu'effectivement, du coup, les points internes, prostatiques et autres viennent la stimuler. Et du coup, cette énergie, quand elle se déploie, c'est elle qui choisit de se déployer, et vraiment tellement puissante, je pourrais presque utiliser le mot violent. Violent parce que si on n'est pas prêt, si on est fragile, on va décompenser. Il faut pouvoir être solide ou se faire accompagner derrière parfois. Voilà. Et est-ce qu'il faut... Donc là, du coup, on est en plein dans l'énergétique. Est-ce qu'il faut être sacrément initié pour pouvoir déployer cette kundalini, ou il suffit tout simplement d'être en lâcher prise, d'être complètement en lien? Je crois qu'il arrive des personnes qui ont des montées fulgurantes de kundalini. Il y a de plus en plus de témoignages en fait. On en trouve partout. Et justement, ils ne savent pas ce que c'est et ils peuvent être hyper déstabilisés en fait. On a décidé d'apprendre des mots ce matin avec notre invitée qui s'appelle Nathalie Vieira, qui est thérapeute psychocorporelle et qui est masseuse, formatrice et professeure de Butao, qui publie Amour, Tantra et Sexualité, une voie d'épanouissement aux éditions Erol. Et vous nous expliquez pourquoi vous n'êtes pas devenue escort girl dans votre livre, alors que vous étiez attirée par cette voie. Qu'est-ce qui vous attirait? Alors aujourd'hui, on dit l'escorting, c'est quoi la différence entre escort girl et prostituée finalement? Les tarifs. 300 € de l'heure, une escorte. Ah oui, c'est-à-dire que la version moderne est beaucoup mieux payée? C'est ça. C'est ça, c'est certes au Bois de Boulogne, c'est toujours 50 € la pipe, je crois. Ah oui, mais comme ça c'est dit, Nathalie, vous me prévenez avant, je mettrai un bip. Il a lancé sur le sujet, donc elle vous répond franco. C'est vrai, je suis un peu cash en général quand je parle. Non, mais c'est bien aussi. De belles images, pardon. Faut mettre juste des warnings pour les auditeurs avant qui sont en voiture. Faut pas qu'ils freinent subitement. Alors, c'est les tarifs, en fait, c'est ça la différence. Oui, je pense que c'est ça la différence. Le milieu socio-professionnel aussi dans lequel on va aller chercher ses clients. Et du coup, peu importe. Je ne suis pas devenue escort girl. En tout cas, je suis devenue une femme tantrique accomplie. Et c'est mon histoire, en fait. Mes parents étaient échangistes. Je ne le savais pas. J'ai découvert il n'y a pas très longtemps en corrigeant mon livre avec ma maman. J'ai cru... Mais quand vous dites que vous l'avez découvert, c'est que votre maman vous l'a dit. Elle m'a confirmé en fait, elle m'a donné cette information là où moi je voyais des choses qui me semblaient petites, pas naturelles. J'ai surtout vu mes parents au lit avec un autre couple, pas en ébat, mais j'ai pensé que ma mère était malheureuse en fait. À 7 ans, j'ai pensé que ma mère était malheureuse, qu'elle vivait quelque chose pour lequel elle n'était pas ok. Et moi j'ai fait un pacte à 7 ans qu'aucun homme ne me ferait faire quelque chose que j'ai pas choisi. Et donc là c'est engagé en moi une légende personnelle, puisque aujourd'hui je sais que c'était pas vrai, où j'ai cherché en fait à retrouver mon pouvoir. Et ces femmes-là, pour moi, elles incarnaient ce pouvoir finalement. Et je l'ai trouvée belle, je l'ai trouvée sexy, je l'ai trouvée puissante. Et voilà, c'est un truc de gamine, mais bon voilà. Et pourquoi je ne suis pas devenue? Je pense que j'ai un instinct, une force lumineuse en moi qui fait que j'y suis pas allée. J'ai fait des expériences. Qui vous ont
pas correspondu. J'ai fait des expériences dans le X. On m'a proposé à l'époque de faire M6 Clip, par exemple. Et en fait, j'y suis pas allée. Je me suis dit que j'allais tuer mon père si je faisais un truc comme ça. Parce que moi, je viens d'un milieu quand même un peu bourgeois. Et j'ai jamais été faire les bêtises complètement. Voilà. Du coup, il y a quelque chose en moi qui était un instinct de survie, peut-être, hein, je ne sais pas, où j'ai cherché des réponses finalement ailleurs toujours aussi, et j'ai été plutôt vers la lumière, entre guillemets. Et après, j'ai fait plein d'expériences quand même plus tard. Je peux dire que j'ai exploré quand même vraiment la sexualité de façon très large. Hein. J'ai été faire du libertinage, de l'échangisme, du SM. J'ai été essayer un peu comme une ethnologue, hein, finalement, mais plus tardivement. J'ai tendance d'ailleurs à dire que c'était vraiment un stage grandeur nature que j'ai fait pendant ces quelques années. Hein. Ça a duré peut-être 5-6 ans. Où j'ai été rencontrer en fait, je n'ai plus pu juger aucune pratique à partir de ce moment-là. Bon, j'ai vu beaucoup de misère, mais j'ai aussi rencontré des gens assez exceptionnels dans cette liberté de pouvoir vivre ce qui est bon pour nous si on est dans le respect de soi et le respect de l'autre. Et ça, vraiment, ça rejoint aussi du coup mon enseignement. Parce que même si je ne fais pas de stage sur la sexualité, ma voix reste quand même la voix de la sexualité, parce que c'est ma voix de trans, hein, c'est ma voix privilégiée de trans. Mais voilà, j'ai fait beaucoup d'expériences avant de m'assagir. Et qu'est-ce qui, dans cette multitude expérientielle, vous a ramené à la source ? Alors, la dernière expérience, je vais essayer d'être prude en la racontant. Non, mais non, attendez, maintenant on est prévenu. Bon, non, ici, oyez. Vous vous éloignez, allez, ou toussez. Faites un tour, revenez dans 3 minutes. Non, mais je rigole. Mais en fait, la dernière expérience que j'ai faite, et je fantasmais dessus depuis longtemps, et même avec mon compagnon de l'époque, je n'y avais pas été. Pourtant, il aurait été un peu le gardien de ma sécurité intérieure. Je l'ai faite toute seule, plus tard, avec une rencontre comme ça, un peu aussi de l'ordre du hasard. C'est du shibari. Et en faisant cette expérience de shibari, une première fois, ça s'est bien passé. Il m'a reproposé un encordage tout de suite derrière. Et là, j'ai senti dans le moment où la corde a été tirée, quelque chose qui était plus de l'ordre de la colère et de la haine. Et là, j'ai dit stop. En fait, il y a une voix qui est descendue, la lumière qui me dit ça suffit, Nathalie, tes conneries, t'as trouvé ce qui te convenait. Maintenant, ça suffit. Et en fait, à partir de ce jour-là, c'est comme si j'avais fini d'explorer en fait tous les extrêmes, parce que en fait, j'ai plus besoin. Je me suis rencontrée. Alors, vous parlez du bondage, en fait. Hein, c'est le fait. Le shibari, oui. C'est le fait d'être enlacé avec un cordage. C'est beaucoup plus raffiné que ça, parce que c'est vraiment sculpter le corps comme une œuvre d'art. Hein. C'est mettre le corps à travers des liens savants, des nœuds particuliers, dans des positions qui magnifient le corps. Mais pour le coup, pour moi, ça rejoint plus le tantra, parce que s'il y a une contrainte, c'est plus de l'amour, c'est plus complètement un oui plein et ok. Et donc voilà, c'est la limite que je mets. Mais c'est une belle pratique. Enfin, je veux dire, j'ai appris beaucoup aussi hein, dans ces exigences, ce raffinement. C'est une belle pratique. Mais voilà, ça a été moi le point final de votre exploration, de mon exploration. Voilà, c'est ça. Alors, je continue d'explorer, mais dans ma voie. En tout cas, de cette exploration extrême. Voilà, tout à fait. Qui sont les initiatrices du tantra ? Est-ce que ce sont forcément les femmes ou ça peut passer aussi par les hommes ? Alors moi, c'est des hommes qui m'ont initiée d'abord. J'ai eu beaucoup plus de mal à rencontrer la femme en moi, donc faire la paix avec toutes les femmes. Et j'ai envie parce que c'est Beurre FM, j'ai envie de vous raconter ce moment où je me suis complètement rencontrée en tant que femme, avec toutes les femmes. Je sortais d'un stage de tantra femme que je venais d'animer avec mon amie Nathalie Giraud, qui est sexothérapeute. Et je monte dans le tram et je m'assois par hasard devant une femme voilée. Je ne voyais que ses yeux. Et là, nos yeux plongent l'un dans l'autre, et là je ressens de la paix, je ressens de l'amour. Je me dis waouh,
quel chemin j'ai parcouru, parce que je suis féministe, que je me suis engagée aussi par rapport à cette liberté de pouvoir laisser ses cheveux voler, sentir ce sensoriel et plein de choses qui vont derrière. Et je viens pas là pour parler de ça. Mais ce jour-là, cette femme, avec ses enfants, moi, mes bagages, mon tambour chamanique, je sors, mais j'ai ressenti un amour, j'ai ressenti une communion, et je me suis dit que je pouvais rencontrer toutes les femmes dans ce cœur, dans ce fait qu'on soit des femmes, et qu'on vienne de tellement d'endroits différents et de tellement de possibles. Et là, j'ai su que, pareil, j'avais fini de faire la paix avec votre femme intérieure. Avec ma femme intérieure. D'ailleurs, dans votre livre, vous vous placez tour à tour dans la peau des femmes et dans la peau des hommes. Mais on a un couple intérieur, tous. Alors, tout le monde n'en est pas conscient. Hein, oui, mais je suis d'accord, je le conçois. Mais dans cette vision du tantra qui dit que l'univers est régi par deux forces indissociables qui sont le masculin et le féminin, donc dans le tantra on appelle ça Shiva Shakti, qui vivent en nous. Et donc toute l'histoire se joue en nous, dans ces polarités féminines et masculines qui sont plus le yin et le yang, qui sont plus ou moins équilibrés et qui se jouent dans nos relations. Donc ce sont nos relations, toutes nos interactions avec l'extérieur qui viennent nous donner à sentir qui nous sommes dans ces polarités. Qu'est-ce que vous appelez le baiser tantrique et comment ça fonctionne? Alors le baiser tantrique, pour moi, c'est ce moment où on va soit méditer en se regardant dans les yeux, si on veut pas aller dans l'intimité de s'enlacer, avec les mains dans le cœur et les mains dans le sacrum, parce que ça peut être aussi cette position, mais on peut simplement se regarder dans les yeux, se prendre les mains ou pas, respirer ensemble, et à un moment, on va poser notre regard au point de rencontrer le front de l'autre et de poser son front sur l'autre en gardant les yeux comme ceci ensemble. C'est l'espace intime complètement réuni. Et là, il est question de connecter le sixième chakra. Le sixième chakra, oui. Ouais. Donc le sixième œil. Par la respiration. Donc le sixième chakra, il est où, Nadia? Ah bah ça c'est voilà, je vais laisser. Le sixième chakra, c'est ce qu'on appelle le troisième œil. Il est situé un petit peu plus haut que les deux yeux, au milieu du front. Entre les sourcils, quoi. Voilà, là où les Indiennes mettent ce point rouge, ce bindu rouge au-dessus des yeux. Ouais. On parle d'initiation pour ceux qui nous écoutent. C'est une initiation qui prend combien de temps? C'est jamais fini en fait, puisque je pense qu'on n'a jamais fini de se découvrir, et que plus quand on dit que c'est bien d'aller dans ses ombres, en fait plus on va dans l'acceptation de qui nous sommes dans toutes nos dimensions humaines, faire la paix avec son humanité, c'est aussi aller justement regarder ces espaces qui sont moins glorieux en soi. On ne pourra pas fondamentalement changer, mais juste apprendre à aimer toutes ces parts-là pour les attendrir un peu, comme on taperait sur une escalope de veau pour pouvoir la manger. Alors moi, il y a un terme du coup que je vais vous emprunter en vous citant, évidemment. C'est, pour parler de... Moi, je parle d'auto-érotisme. En général, je n'aime pas le terme masturbation. Et vous parlez de s'honorer, même en couple. Tout à fait, Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que ça signifie s'honorer? S'honorer, c'est s'honorer, c'est S apostrophe et honorer, hein. Oui, c'est ça. S apostrophe H-O. Non, parce qu'à la radio, ça s'entend pas. C'est pour ceux qui nous écoutent. D'accord, oui, effectivement, vous avez raison de préciser. Je m'honore, en fait, comme j'honore l'autre, comme je considère qu'il n'y a rien d'anodin, il n'y a rien de... Tout est dans la présence, et donc du coup, s'honorer, c'est finalement faire un rituel d'amour à soi, se donner de l'amour à soi, et donc... c'est aussi mettre de la forme, peut-être dans ce cas-là, mettre une musique spécifique, allumer des bougies ou pas, faire brûler un bâton d'encens ou pas, prendre de l'huile parfumée ou pas, et se donner de l'amour. Vous parlez d'ailleurs de masturbation connectée.
Alors, certains parleront de masturbation connectée avec des objets connectés numériques. Aussi, voilà, pas. vous, c'est une connexion plus puissante. Ouais, c'est que je me connecte en fait du coup à ma puissance intérieure et c'est une méditation en fait sonorée, hein, c'est un rituel de connexion à soi qui peut amener aussi loin qu'un massage tantrique guidé par quelqu'un ou faire l'amour, c'est se faire l'amour. Et faut-il passer par une honoration de soi? Oui, c'est pas mal, vous pouvez le dire. Ouais. Nadia, oui. Ouais. Une honoration. De soi, ou pour pouvoir accéder justement à des dimensions plus grandes dans l'échange duel, ou bien voilà, c'est quelque chose qu'on peut découvrir par la suite en étant d'abord passé par un échange à deux. Alors dans cette question de plaisir, Nadia, je pense que si on ne se connaît pas soi-même, on ne peut pas attendre de miracle de l'autre, hein. Donc chacun étant tellement différent dans ce rapport à son corps, à son plaisir. En plus, nous les femmes, on est complètement mus par notre cycle. Donc il y a un jour, on va avoir besoin d'une stimulation clitoridienne et puis le lendemain, on va avoir besoin d'autre chose. Du coup, connais-toi toi-même, tu connaîtras l'univers et les dieux. C'est pour moi alors vraiment un slogan imparable pour vivre une sexualité. Vous aimez les temples, vous aimez les temples. Oui. Elle confirme. Bien, allez, Nathalie Vieira était notre invitée ce matin. Je rappelle le titre de votre livre que Nadia vous montrez à la caméra, Amour, Tantra et Sexualité, une voie d'épanouissement. L'éditeur, c'est Erol. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Nadia, on vous retrouve mardi. Vous réécoutez l'émission en podcast sur beurrefm.net et vous verrez la captation de cette émission sur notre chaîne YouTube. Très belle journée santé sur Beurre FM.